Bien-aimé auditeur de Une parole pour toi, je suis très heureuse de te retrouver encore ce midi pour poursuivre sur notre lancée et parler des besoins dans le couple, les besoins respectifs des conjoints. Nous avons la semaine dernière parlé du besoin de sexe, des besoins sexuels du mari. Aujourd'hui, nous allons continuer. Le deuxième besoin principal de la femme, en dehors du besoin de satisfaction de son besoin d'affection, c'est le besoin de dialogue, le besoin que son mari lui parle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un besoin qui est aussi très important chez les femmes. Mais avant de continuer, nous allons prier et confier ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, je veux te bénir et te rendre grâce pour l'occasion que tu me donnes encore ce midi de me retrouver devant tes enfants pour parler de ce sujet si important pour la survie, la préservation, l'harmonie, l'épanouissement des couples de tes enfants. Merci de conduire toutes choses. Merci de rendre ceux qui écoutent disponibles pour qu'ils puissent comprendre. Merci d'enlever tout ce qui est préjugé, tout ce qui est mauvaise pratique, tout ce qui est sentiment de culpabilité, tout ce qui peut les empêcher de pouvoir recevoir cet enseignement et surtout de le mettre en pratique. Béni sois-tu, au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Le besoin de dialogue, le besoin que son mari lui parle. Moi personnellement, je n'ai jamais entendu un mari venir se plaindre de ce que sa femme ne lui parlait pas. Parce que ce n'est pas un besoin chez lui. Mais j'ai souvent entendu les femmes dire « Je ne comprends pas le silence de mon mari. Je ne comprends pas pourquoi il ne me parle pas. Pourquoi il ne s'ouvre pas à moi. Pourquoi il ne me dit pas ce qu'il pense. Pourquoi il ne partage pas ses sentiments, ses projets avec moi. » Et c'est un besoin important de la femme. Et les hommes ne semblent pas avoir un besoin aussi important de converser avec leur conjoint. Et ça aussi, c'est une grande différence entre les hommes et les femmes. Et c'est ça qui rend, comme nous avons commencé à le voir depuis la semaine dernière, c'est ça qui rend les choses difficiles. Parce que les deux partenaires n'accordant pas la même importance aux besoins, le mari a tendance à minimiser le besoin de conversation, de dialogue de sa femme, alors que la femme ne comprend pas pourquoi son mari ne lui parle pas. Quand on a parlé des différences entre les hommes et les femmes, on a déjà abordé ce sujet. Donc je reviens un peu là-dessus pour dire que les femmes aiment la conversation. Elles aiment la conversation en soi. C'est-à-dire la conversation pour la conversation. Les femmes n'aiment pas la conversation pour ce qu'on va dire forcément au cours de la conversation. Pour rendre ça plus clair, je vais dire ça ainsi. Un homme, les hommes en général, quand ils entament une conversation, que ce soit avec une femme ou avec un autre homme, cette conversation a une visée pratique. C'est pour parler de choses pratiques, concrètes. C'est vrai que les hommes peuvent aussi avoir des conversations entre eux. Quand on compare par exemple les réunions de femmes avec les réunions d'hommes. Les réunions de femmes, on voit les femmes qui vont beaucoup parler d'elles, qui éprouvent du plaisir à parler d'elles, de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles ressentent, de leurs émotions. Elles éprouvent beaucoup de plaisir à partager ça avec d'autres femmes. Dans les réunions d'hommes, c'est plus pratique. On parle de choses pratiques. C'est vrai qu'on peut faire des blagues, on peut discuter de questions d'autres, mais c'est rare qu'on parle des sentiments dans les réunions entre les hommes. Donc, les hommes n'ont pas le même besoin que la femme en ce domaine. Et il est important, en tant que mari, que tu comprennes que c'est un besoin pour ta femme, que tu lui parles, que tu aies un dialogue, une conversation avec elle. Et ce qu'on remarque, et ça se répète en général, ça se répète pour tous les besoins pratiquement, c'est que pendant la période de fréquentation, pendant la période des fiançailles, l'homme répond à ce besoin-là. Parce que
Ta femme ne serait pas tombée amoureuse de toi si pendant la période des fréquentations, tu n'avais pas pris le temps de lui parler, de s'intéresser à elle, de lui poser des questions sur ce qu'elle ressent, sur ses sentiments. Donc, bizarrement, les hommes, pendant la période de fiançailles, ils arrivent à s'intéresser à ces choses. Ils arrivent à partager ces choses avec leur fiancé, avec leur future épouse. Et puis, c'est comme si, une fois qu'on est dans le mariage, tout ça disparaît. Parfois, très rapidement même. La vie commune fait que c'est comme si on n'avait plus rien à se dire, on a déjà fait le tour. Mais c'est surtout, je pense, le plus c'est le fait qu'on se dise que c'est bon maintenant. On a un sentiment d'avoir acquis la personne. Mais ce n'est pas vrai. On n'acquiert jamais une personne. C'est pourquoi c'est important de se rappeler comment c'était pendant les fréquentations pour réellement comprendre le besoin de la femme. Parce que les conversations, les longues conversations que vous aviez pendant vos fiançailles, peut-être au début de votre mariage, avaient plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est que vous vouliez vous connaître mutuellement, vous connaître à fond. Ce n'est pas parce qu'on a passé 10 ans, 15 ans, 20 ans ensemble que ce besoin-là disparaît. Le besoin de connaissance mutuelle de plus en plus approfondie existe toujours. Et deuxièmement, pendant les fiançailles, les conversations avaient pour objectif de faire comprendre à l'autre combien on se soucie de lui, combien on a de l'attention pour lui, pour ce qu'il vit, pour ce qu'il est, combien on se préoccupe de lui. C'était ça les objectifs. Même si peut-être c'était pas clairement exprimé dans la tête comme ça, mais les objectifs conscients ou inconscients des conversations pendant la période de fiançailles, c'était ça. Souvenez-vous, ce temps, vous pouvez passer des heures et des heures à parler. Aujourd'hui, on voit des heures et des heures à s'envoyer des SMS, des heures et des heures à causer de choses ou d'autres, des heures et des heures à rester ensemble, à se parler, à se raccompagner. Bon, toutes ces choses-là, vous les faisiez. Et tu les faisais. Je parle particulièrement au mari. Tu le faisais. Et c'est ça qui a permis à ta femme de s'attacher à toi. Et bien, c'est la même chose dans le cas du mariage. Elle a toujours besoin de ces conversations pour s'attacher à toi. Le besoin ne disparaît pas parce que vous êtes marié. Et lorsque une femme dit qu'elle a besoin de conversation, de dialogue, que son mari lui parle, elle est en train de dire qu'elle a besoin que son mari lui donne de l'attention. On peut dire de l'attention verbale. L'affection, ça peut être de l'attention par des gestes, des choses qu'on fait, la manière dont on se tient. Mais la conversation, c'est une manière de recevoir de l'affection, de l'attention de manière verbale. Lorsque cette conversation, justement, quand les femmes disent que leur mari ne leur parle pas, souvent c'est pas parce que le mari est complètement silencieux. C'est vrai qu'il y a des maris qui sont complètement silencieux, mais le mari peut parler. Mais quand elle dit qu'il ne lui parle pas, elle est en train de dire qu'il ne lui parle pas de ses sentiments, de ce qu'il ressent, de leur intimité émotionnelle. C'est ça. C'est pas qu'il ne parle pas, il peut parler, mais il va parler de choses superficielles. Non, c'est pas ce qu'elle veut. Son besoin, c'est que son mari lui accorde de l'attention verbale, s'intéresse à elle, s'intéresse à ce qu'elle a vécu dans la journée, s'intéresse aux personnes qu'elle a rencontrées, s'intéresse à ce qu'elle a ressenti. C'est ça quand elle dit qu'elle veut un dialogue avec son mari. Donc c'est important de faire cela. C'est pas parce que la femme a besoin de cette attention que dans la conversation, elle-même ne peut pas être aussi attentive à ce que son mari a vécu. Justement, elle veut qu'il partage lui aussi ses sentiments, ce qu'il a vécu, ce qu'il a rencontré, pour qu'ensemble, ils puissent se connecter. C'est un mot qui est très à la mode, mais ils puissent s'attacher émotionnellement. Et la conversation est quelque chose qui est très important pour la femme. Parce que pour elle, c'est pas la même chose pour les hommes aussi. C'est ça qu'il faut bien que les femmes, nous aussi, nous comprenons. Pour elle, l'attention verbale de son mari signifie
que le mari tient à elle. Que le mari, qu'elle est importante à ses yeux, qu'elle a de la valeur pour lui. C'est ce qu'elle perçoit au travers de l'attention verbale que son mari peut lui communiquer. Et l'attention verbale l'amène à se sentir proche de la personne avec qui elle parle. Et souvent, en cas d'infidélité, c'est comme ça que les choses commencent. La femme qui n'a pas l'attention verbale de son mari va tomber sur un homme qui, lui, va lui donner cette attention verbale. Donc, pour elle, au début, il n'y a rien de mal. C'est juste parler. C'est juste communiquer avec cette personne, lui exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle ne reçoit pas de son mari. Mais comme chez la femme, le fait de communiquer, d'avoir ce genre de conversation, te fait t'attacher à la personne avec laquelle tu arrives à ce niveau, ça fait que ça ouvre la porte grande à l'infidélité qui va s'installer tout doucement, tout naturellement, mais elle va s'attacher à cette autre personne qui lui accorde de l'attention verbale. Donc, c'est important que les hommes comprennent ça. L'attention verbale que tu accordes à ta femme, c'est ce qui lui permet de s'attacher à toi émotionnellement. C'est ce qui lui permet de développer son intimité émotionnelle avec toi. Alors, on va se poser la question de savoir comment on peut combler ce besoin. Comment fait-on pour combler le besoin de la femme d'avoir de l'attention verbale? Il faut du temps. Et il faut mettre du temps à part. Il faut trouver le temps. Et accorder véritablement ce temps-là à sa femme uniquement. Un mari, par exemple, une famille où il y a le mari, la femme, les deux enfants, le fait de rentrer et de s'asseoir, par exemple, à table avec ta femme et tes enfants, ne remplace pas pour ta femme le besoin d'avoir une conversation avec toi en one-to-one, toi et elle, vous deux uniquement, pas avec les enfants, pas aller rencontrer un autre couple d'amis où effectivement on parle de choses et d'autres, on peut avoir de la conversation, mais c'est pas ce type de conversation qu'elle veut. C'est converser, c'est parler avec toi. Donc il faut du temps. Il faut du temps, il faut mettre du temps à part. Ce qu'on remarque dans les couples, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe et que les conjoints ne prennent pas la peine de passer du temps ensemble pour dialoguer, mais on verra aussi pour faire d'autres choses comme le besoin de la semaine prochaine, c'est le besoin du mari d'avoir une compagnie pour les loisirs. Le fait de passer du temps, de ne plus passer du temps ensemble, fait qu'on s'éloigne de manière insidieuse, mais réelle l'un de l'autre. Et finalement, on se retrouve comme des colocataires, comme des voisins. Chacun a sa vie. Chacun a ce qu'il vit professionnellement, spirituellement, je ne sais pas, dans tous les domaines. Chacun a ses centres d'intérêt. Chacun a ce qu'il fait chaque jour. Et c'est des vies parallèles. Parce qu'il n'y a aucun lien entre vos deux vies. Il n'y a rien que vous faites en commun. Vous ne parlez pas ensemble de ce que vous vivez. Vous n'avez pas des intérêts communs. Donc vous devez discuter et vous vous éloignez. Donc si on veut rester attachés l'un à l'autre, l'une des choses qu'il faut faire, en tout cas concernant la femme, c'est de combler son besoin de dialogue et de lui accorder cette attention verbale dont elle a besoin. Il faut du temps. Dans son livre, Willard Harley dit que pour lui, il faut en moyenne 15 heures par semaine pour pouvoir converser ensemble, faire des choses ensemble, être en train de parler ensemble. 15 heures par semaine. Il faut un minimum de 15 heures par semaine. Mais 15 heures par semaine, c'est pas dire qu'on est ensemble dans la même pièce seulement. Parce qu'on peut passer effectivement 15 heures par semaine ensemble, mais chacun est en train de faire ce qu'il a à faire dans la maison. On peut passer 15 heures ensemble en étant plongé chacun dans son portable. Aujourd'hui, c'est la plaie des couples et des familles d'une manière générale. On peut
passer 15 heures ensemble en allant voir par exemple un film qui fait 3 heures, et pendant les 3 heures de film, on n'est pas en train de converser, on n'est pas en train d'échanger. C'est vrai qu'on peut se tenir par la main, se donner des marques d'affection, mais donc il faut choisir avec soin les activités qui sont dans ce compte-temps où on se consacre l'un à l'autre, où on prend le temps de se parler. Quand on entend 15 heures, ça paraît énorme aujourd'hui, quand on voit nos agendas. 15 heures avec son conjoint, chaque semaine. Et pas 15 heures, comme je l'ai dit, à être assis côte à côte. Non, ça c'est possible. Mais 15 heures à entretenir une relation, une conversation profonde où on se parle, où on essaie de se comprendre, où on échange des informations, où on parle de nos projets, où on parle de notre vision. C'est pas évident. Et il y a un autre couple de thérapeutes français qui s'appelle Eric et Rachel Dufour, qui eux aussi, pour entretenir, disons, cette connexion émotionnelle, qui préconise d'avoir un rendez-vous hebdomadaire. Comme lorsque vous étiez fiancés, vous vous donniez rendez-vous et vous passez du temps ensemble. Il faut se donner ce rendez-vous-là de manière un peu formelle, en disant chaque semaine, on va prendre du temps pour pouvoir passer du temps ensemble. Donc le rendez-vous peut être un outil intéressant dans le cadre des 15 heures qu'on a à passer ensemble. Une autre manière, bon, là je suis en train de vous parler déjà de comment vous pouvez faire pour avoir ces 15 heures. Une autre manière, c'est de prévoir chaque week-end une activité ensemble et chacun définit cette activité-là à tour de rôle. Donc, vous dites par exemple que toute la journée du samedi, vous allez la passer ensemble et alternativement, c'est le mari qui définit comment on va la passer et la femme. Mais l'objectif, c'est de parler, de discuter. Et 15 heures, c'est une moyenne, mais c'est ce qui paraît être, c'est pas une moyenne, c'est ce qui paraît être le minimum indispensable. Alors, 15 heures, ça fait quoi? Ça fait 2 heures par jour. C'est pas aussi énorme que ça. Pour des gens qui sont censés vivre en commun, avoir une vie commune, c'est comme ça qu'on appelle le mariage. Passer 2 heures par jour ensemble n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais est-ce que nous y arrivons aujourd'hui? La deuxième chose, donc, pour justement combler ce besoin, donc il faut trouver le temps, mettre du temps à part pour pouvoir passer ce temps-là ensemble dans la conversation. Deuxième chose qui est aussi important, c'est qu'il faut arriver à trouver des sujets de conversation, des centres d'intérêt mutuels, des choses qui vous passionnent tous les deux, qui vous intéressent tous les deux. Ça, c'est l'une des difficultés de la vie commune, parce que on se rend compte que quand on se marie et qu'on ne fait rien pour préserver la vie commune, au fur et à mesure, chacun développe des centres d'intérêt différents, des centres d'intérêt personnels qui sont éloignés des centres d'intérêt de l'autre. Or, pour qu'un mariage soit épanoui, il faut qu'en plus de nos centres d'intérêt personnels, nous arrivons à identifier des centres d'intérêt communs, des choses qui nous sont communes. C'est ça la vie commune. C'est vrai qu'on se met ensemble, on vit dans une même maison, on peut mettre nos ressources financières ensemble, mais il faut aussi qu'on ait des intérêts communs. Et pour ça, il faut réfléchir à quels sont nos intérêts. Le mari, quels sont mes intérêts aujourd'hui? La femme, quels sont mes intérêts? Mais parmi tous ces intérêts que chacun d'entre nous a, quels sont ceux qui nous sont communs et sur lesquels nous pouvons nous fonder, nous baser pour pouvoir avoir un dialogue, pour pouvoir parler. Nous allons voir la semaine prochaine que même ces centres d'intérêt mutuels vont aider aussi à définir quel loisir nous allons avoir ensemble pour pouvoir répondre aux besoins du mari qui a besoin d'une compagne également pour les loisirs. Mais on ne va pas aller trop vite. Restons sur la question de la conversation et du dialogue. Voilà
le genre de conversation qu'on entend souvent entre un mari et une femme. La femme va dire, il faut qu'on parle. On ne se parle plus. Et l'homme va lui répondre, oui, je suis d'accord, mais on va parler de quoi? De quoi veux-tu qu'on parle? Et quand une femme entend ça, ça la met en colère. Parce que c'est comme quand un mari répond comme ça, de quoi veux-tu qu'on parle? C'est comme si, à l'inverse, le mari dit à sa femme, viens, on va faire l'amour. Et puis elle va lui dire, mais pourquoi? Est-ce qu'on veut faire des enfants? Si on ne veut pas faire des enfants, on n'a pas besoin de faire l'amour. Mais parce que pour l'homme, l'amour, ça va lui procurer du plaisir. Et pour la femme, la conversation lui procure également du plaisir. Parce qu'elle veut, c'est ça, c'est pour elle un besoin en soi. Le fait de parler avec son mari, c'est un besoin en soi, un besoin qu'elle ressent. Donc, quand il lui demande de quoi on va parler, c'est comme si il n'a rien compris. Et quand elle va lui répondre aussi, mais pourquoi on va faire l'amour? Puisqu'on n'est pas prêt à faire des enfants, mais on n'a pas l'intention d'avoir des enfants. Lui aussi va trouver que elle ne comprend pas. Mais vous voyez, on revient toujours à cette histoire de non-compréhension, incompréhension du besoin de l'autre. Donc, il faut pouvoir, en tant que mari, parler à ta femme. William Harley dit, l'homme qui prend le temps de parler à sa femme trouvera le chemin de son cœur. Mais c'est valable aussi pour tout homme. Si toi tu ne parles pas à ta femme, qu'il y a un autre homme qui lui parle, cette personne peut trouver le chemin de son cœur. Et parfois, on parle d'adultère, d'infidélité, mais l'infidélité, elle n'est pas toujours physique. Hein. Si le genre de conversation qu'une femme doit avoir avec son mari, elle l'a avec un autre homme, même s'ils ne vont pas jusqu'à aller physiquement ensemble, c'est une forme d'infidélité. Et ça, ce sont des portes qu'il faut fermer soigneusement autour de soi. Cela étant dit, je pense qu'on a compris maintenant l'importance de ce besoin pour l'homme, non pour la femme, pardon, de pouvoir parler avec son mari. Et que les hommes ont compris combien cela était important pour leur femme de répondre à ce besoin de la femme. Je voudrais revenir sur un point que j'ai sauté. Excusez-moi. J'ai dit tout à l'heure que une femme se sent liée à son mari aussi longtemps que à la fois l'affection et les conversations qu'ils ont répondent à son besoin. Et je voudrais donner un exemple qui illustre bien cela. Les femmes qui sont mariées à des hommes qui voyagent beaucoup, soit des gens qui vont beaucoup en mission ou qui vivent dans... Ils sont mariés mais ils ne vivent pas ensemble parce que le travail du mari l'amène à s'absenter, expérimentent souvent ça. C'est-à-dire que le mari se rend compte que il manque à sa femme. Ils peuvent parler ensemble au téléphone, ils peuvent avoir des conversations dans la semaine, mais c'est pas assez approfondi. Quand ils rentrent à la maison, ils s'attendent à ce que, ayant tellement manqué à leur femme, elle n'ait aucune difficulté, par exemple, à avoir un rapport sexuel avec eux. Mais c'est comme si... Mais la réaction qu'ils ont, c'est comme si la femme était devenue une étrangère pour eux. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas avoir pu parler chaque jour avec lui, chaque jour aller se connecter émotionnellement, avoir une intimité émotionnelle avec lui, fait que cet homme est comme un étranger pour elle. Il lui faut un petit temps d'adaptation, 1 ou 2 jours avant de reconnecter. Moi j'ai vécu ça parce qu'à un moment, pendant près de 5 ans, mon mari a travaillé à l'intérieur et il rentrait pratiquement tous les week-ends. Mais
le temps qu'on passait ensemble samedi, dimanche ne suffisait pas pour qu'on puisse se retrouver véritablement. Donc à chaque fois, c'est comme si, de manière insidieuse, on s'éloigne. On n'a plus une vie commune. On ne vit plus ensemble en fait. Et les conversations ne peuvent pas se tenir et arriver à nous connecter émotionnellement. Ce qui fait que le temps qu'on passe souvent ensemble, juste le week-end, est trop court pour retrouver véritablement la connexion. Pour terminer, je vais parler maintenant de... C'est vrai, peut-être que vous m'avez écouté, vous avez vu que ce que j'ai dit est vrai. Votre femme a besoin de cette attention verbale, elle a besoin de ce dialogue, elle a besoin de ces conversations. Maintenant, vous voulez passer aux choses, je dirais, sérieuses, vous voulez passer à l'action. Il y a des choses qu'il faut éviter et il y a des choses qu'il faut favoriser. Donc, je vais partager rapidement avec vous ces choses qui sont un peu les difficultés qu'on peut éprouver à véritablement satisfaire ce besoin de la femme. La première chose, la première difficulté ou bien la première chose à ne pas faire, d'abord, avant de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, l'objectif de ce type de conversation, c'est vraiment de se connecter émotionnellement. Donc, c'est pas le genre de conversation, parfois on dit il faut qu'on parle parce qu'il y a un problème à régler. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il faut qu'on parle parce qu'on veut se connecter émotionnellement. Donc, il faut que cette conversation soit profitable pour l'un et pour l'autre. Il faut que cette conversation soit agréable pour les deux. C'est un moment, pour la femme, c'est un moment de plaisir. Et elle voudrait que son mari, ayant compris son besoin, puisse également participer à ce moment en y prenant plaisir. Il faut que ça soit agréable pour les deux. Comme nous avons parlé de la sexualité la semaine dernière, si ce n'est pas agréable pour les deux, on ne peut pas tenir. La même chose, si la conversation n'est pas agréable pour les deux, on ne peut pas tenir. Et il faut vraiment de la bienveillance dans ce cadre-là. Il faut beaucoup de bienveillance. C'est ça qui permet de répondre effectivement aux besoins. La première chose qu'il ne faut pas faire, c'est aux femmes que je parle. Cette conversation ne doit pas être l'occasion de poser des exigences. Je veux que tu fasses telle chose. Je veux que tu te comportes de telle manière. Je veux. On veut parler de notre besoin. Mais on n'exige pas que l'autre réponde à ce besoin. Ce n'est pas ça le but. On veut exprimer son besoin. On veut faire comprendre à l'autre combien ce besoin est important pour nous. C'est une affaire de lui faire comprendre. Ce n'est pas une affaire de l'amener à changer pour faire ce qu'il ne veut pas faire. C'est lui faire comprendre et l'amener lui-même à dire « Ah, si ça tient autant à ma femme, si je vais y gagner quelque chose, alors je vais m'engager à le faire, je vais essayer de répondre à ce besoin. » Mais ce n'est pas une affaire d'exiger et de vouloir, ce n'est pas un lieu de revendication. Souvent, nous voulons la conversation, nous les femmes, mais nous transformons cette conversation en lieu de revendication, en lieu de toutes sortes de choses. Deuxièmement, on n'utilise pas la conversation aussi pour régler ses comptes. Et si vous faites ça, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas même avoir envie de renouveler l'expérience. Si à chaque fois que vous vous asseyez pour dire on va dialoguer, on veut converser, c'est pour se punir l'un et l'autre verbalement en lançant des paroles blessantes. Vous savez, parfois, l'abus dans ce domaine fait plus mal que même les abus physiques. Hein. On parle beaucoup d'abus physiques, mais quand avec la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc on peut blesser mortellement quelqu'un avec ce qu'on dit. Donc c'est pas le cadre, c'est pas dans ce cadre-là. C'est pas dans aucun cadre d'ailleurs, mais c'est surtout pas dans ce cadre-là qu'il faut régler les comptes. Troisième chose, ce n'est pas le moment aussi d'imposer sa manière de penser à l'autre. Ce n'est pas d'amener l'autre à penser comme nous.
Quand on parle de conversation pour une femme, son besoin, c'est elle veut s'exprimer. Elle veut parler des choses qu'elle ressent. Elle voudrait que son mari en fasse de même. Mais elle ne veut pas que son mari pense forcément comme elle. Et le mari aussi ne doit pas ressentir ça comme un besoin de la femme de l'amener à penser comme lui. C'est pas ce qu'il faut faire. Et on ne doit pas, en tant qu'époux, imposer des choses à l'autre dans ce cadre-là. C'est des choses à ne pas faire. Et puis, dernière chose à ne pas faire, c'est revenir sans cesse sur les erreurs du passé. À partir du moment où on a compris qu'il y a un écart, un désert qui s'est installé entre nous et qu'on n'arrive plus à se retrouver et qu'on prend la décision de faire des efforts pour pouvoir avoir un dialogue constructif, on ne revient plus sur le passé. On ne ressasse plus le passé. On prend un nouveau départ et on avance pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Ça, c'est les choses à ne pas faire. Maintenant, les choses à faire, pardon, il faut arriver à trouver des sujets qui vous intéressent tous les deux. Ce n'est pas, il ne faut pas que ce moment soit désagréable pour l'un. Il ne faut pas qu'il y ait un qui prenne plaisir et puis l'autre prend ce moment comme quelque chose par qui il doit passer. Ça ne peut pas tenir la route. Mais il faut que ce soit un moment agréable pour chacun d'eux. Vous savez, même les gens qui sont introvertis et qui ne parlent pas beaucoup, quand on parle des choses qui les passionnent, ils parlent beaucoup. N'est-ce pas? Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais quand sur les sujets qui me passionnent, je parle beaucoup. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas dire parce que l'autre ne parle pas beaucoup, parce qu'il n'est pas loquace, c'est que le sujet ne l'intéresse pas. Donc il faut arriver à développer votre intérêt pour des sujets de conversation qui vous intéressent tous les deux. Et ça, c'est en faisant l'inventaire des choses que vous avez en commun, de vos intérêts mutuels. Vous pouvez avoir ces sujets-là et cela va être l'occasion. Parce qu'on peut se poser la question comment tous les jours on peut trouver des sujets de conversation. Mais c'est possible. Parce que tous les jours, il y a des choses qui vous intéressent tous les deux, qui vous passionnent tous les deux. Deuxième chose, il faut équilibrer la conversation. Ça, je parle encore une fois à nous les femmes. Parce qu'on dit que les femmes parlent beaucoup. On dit, et c'est vrai, en majorité. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ne parlent pas beaucoup, mais la plupart des femmes parlent beaucoup. Et donc, si tu monopolises la parole, tu n'auras pas le dialogue que tu veux, parce qu'en face de toi, tu auras quelqu'un qui va être silencieux. Même s'il reste là à t'écouter par prévenance, le fait qu'il ne parle pas, qu'il soit silencieux, ça ne t'arrange pas. Ce que tu veux, c'est un dialogue. Donc il faut veiller à partager le temps de parole. Comme quand on voit les débats télévisés présidentiels, on veille à ce que chacun ait le même temps de parole. Donc il ne faut pas que la femme monopolise la parole parce qu'elle a la parole facile, parce que non. Il faut veiller parce que ton objectif, c'est d'échanger, de converser réellement, d'aller en profondeur. Tu dois pouvoir amener ton mari, ton conjoint à véritablement prendre part à la conversation. Et cela, parfois, c'est une des choses, un des écueils pour nous les femmes dans ce domaine. Et troisième chose, l'objet de cette conversation, comme je l'ai déjà dit, dans les choses à ne pas faire, on veut s'informer, on veut questionner et comprendre. On veut créer une intimité émotionnelle en entrant dans la vie de l'autre, dans la tête de l'autre. On veut partager ce qu'il ressent. Mais on n'est pas là pour le changer, pour l'amener à faire ce que nous voulons. Ce n'est pas ça l'objectif de ce genre de conversation. Et le mari doit veiller à ce qu'il ne fasse pas de sa vie un secret pour sa femme. Parce que c'est ça qui fait qu'elle va dire qu'il ne lui parle pas. Et sa vie doit être un livre ouvert pour elle. Et ce n'est pas des conversations superficielles. Et quand une femme dit que son mari ne lui parle pas, c'est qu'elle estime que les conversations sont superficielles.
Et puis, quatrième chose, il faut que ce soit des temps où vous avez l'attention totale l'un de l'autre. La conversation dont la femme a besoin, qui a un besoin pour elle, c'est une conversation qui nécessite l'attention totale du mari. C'est pas je l'écoute pendant que je regarde le match de foot. C'est pas je l'écoute pendant que je lis mes messages. C'est pas je l'écoute pendant que je pense à autre chose. C'est une écoute active, attentive de ce que l'autre est en train de dire pour pouvoir entrer en communication, en connexion émotionnelle avec elle. Donc c'est une attention, c'est une conversation qui demande toute l'attention de la personne que nous avons en face de nous. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce midi. Je croyais pouvoir faire les deux besoins de l'homme et de la femme, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas possible, c'est pas la peine de courir. Il vaut mieux y aller pas à pas et faire les choses dans les bonnes formes. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Pour me résumer, je vais vous donner un exercice. Parce que, comme je l'ai dit, on parle, mais il faut passer à la pratique. Donc cet exercice-là, vous allez le faire à votre rythme, tout au long de cette semaine jusqu'à l'émission prochaine. Je ne vais pas fixer de jour, de délai, mais je vais vous demander de faire plusieurs choses. D'abord, vous devez prendre du temps ensemble, un soir ou un matin, ou quand vous voulez, comme vous voulez, mais vous devez vous asseoir ensemble et essayer de vous rappeler comment étaient vos conversations au début de votre mariage, au début, quand vous avez commencé à vous fréquenter. Comment étaient vos conversations? Rappelez-vous. De quoi parliez-vous? De quoi discutiez-vous? Qu'est-ce que cela provoquait en vous? Est-ce que vous aviez du plaisir? D'où venait ce plaisir? Donc essayez de faire un peu un diagnostic de cette période, de vos conversations à cette période. Deuxième chose que je vous demande de faire, c'est de lister chacun vos champs d'intérêt. Qu'est-ce qui m'intéresse? Aujourd'hui, à quoi je m'intéresse? Si vous avez des métiers différents, chacun est intéressé par son métier. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans l'intérêt qu'on apporte à son métier des choses qui se chevauchent, qui se touchent? Est-ce que, en tant que femme, il n'y a pas quelque chose que je peux t'apporter sur le plan professionnel? Est-ce qu'en tant que mari, il n'y a pas quelque chose que tu peux m'apporter sur le plan professionnel? Quels sont les domaines d'intérêt personnel? Mais dans tous ces domaines d'intérêt personnel, qu'est-ce que nous avons en commun? Si nous n'avons rien en commun, ça veut dire que, quelque part, on n'est plus ensemble. Parce que le mariage, c'est la vie commune. Qu'est-ce que nous vivons en commun? Qu'est-ce qui nous passionne en commun? De quoi pouvons-nous parler en commun? Ça, c'est important de faire cet exercice également. Et donc, je voudrais que vous puissiez prendre l'engagement de passer la semaine prochaine 15 heures ensemble. Passez ce temps-là ensemble. Vous pouvez décider par jour. Vous pouvez tout concentrer sur le week-end. Mais décidez de passer 15 heures ensemble pour parler de choses importantes, pas des choses superficielles. Vous n'allez pas parler des choses pratiques. Voilà. L'objectif, comme je l'ai dit, de ces 15 heures passées ensemble, c'est de vous reconnecter émotionnellement. C'est de permettre à votre femme de sentir que vous avez voulu donner de l'importance, qu'elle est le centre de votre vie. Et c'est pourquoi vous prenez le temps d'échanger avec elle, de lui partager ce que vous ressentez, vos projets, vos sentiments, vos rêves. Voilà. Je sais que pour des couples qui se sont éloignés pendant longtemps, ça risque d'être difficile au début. On peut se dire, mais de quoi on va parler? Mais essayez, faites l'effort. Si vous pouvez aussi, choisissez dans ces 15 heures de ce rendez-vous que vous vous donnez en tant qu'amoureux. C'est un rendez-vous, vous pouvez décider de sortir ce jour-là. Mais
Faites comme lorsque vous étiez fiancés, quand on se donnait rendez-vous, vous vous apprêtez pour le rendez-vous, vous préparez pour le rendez-vous, vous prenez du temps l'un pour l'autre pendant ce rendez-vous, vous parlez pendant ce rendez-vous des choses qui vous tiennent à cœur. Et puis, dernière chose, et ça c'est spécifiquement quelque chose que je demande aux femmes, réfléchis à est-ce qu'il y a quelque chose dans ta manière de communiquer, dans ta manière de parler avec ton mari qui fait que ça le freine dans sa manière de communiquer avec toi. Je vais prendre un exemple pour illustrer. On dit nous les femmes nous parlons beaucoup. Si pendant tout ce temps tu vas commencer à dire à ton mari tu n'es pas un bon mari, voilà tu fais pas ci, tu fais pas ça, voilà telle chose t'ai demandé, tu n'as pas fait, voilà. Non, ce n'est pas ça. Si tu fais ça, demande-toi, est-ce que c'est pas ça qui est comme un empêchement à ce que vous puissiez avoir un dialogue constructif, positif, agréable pour vous deux. Donc réfléchis à ces choses, peut-être qui bloquent, qui gênent la conversation bienveillante que tu dois avoir avec ton mari pour pouvoir être connecté avec toi. Et si tu identifies ces choses, là aussi tu peux prendre l'engagement d'en parler avec ton mari d'abord. Tu peux en parler avec ton mari et prendre l'engagement de travailler là-dessus. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que cela va véritablement contribuer à faire de vous un couple épanoui. Vraiment, c'est mon désir. Et je vous dis à mercredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour tous tes enfants qui étaient à l'écoute. Merci pour ceux qui vont regarder cette émission plus tard. Que je prie que ce que j'ai dit, que chacun puisse y trouver sa part. Que chacun puisse trouver une idée. Chacun puisse prendre une partie qui va l'aider à améliorer l'ambiance, l'environnement, l'atmosphère de son couple. Seigneur, c'est ma volonté. Je sais que c'est ta volonté également. C'est pourquoi je prie que par le Saint-Esprit, tu aides tous les couples qui étaient à l'écoute pour que véritablement cela soit leur partage. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.